Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est en fait une conférence que j'ai donnée à un salon de la randonnée à Paris, mais que le son en fait de l'enregistrement de la conférence n'était pas très bon parce qu'il y avait beaucoup de bruit ambiant et j'ai donc décidé d'enregistrer à nouveau cette présentation dans mon bureau, donc dans de meilleures conditions. Alors comme vous le savez sûrement, il existe beaucoup de moyens de s'orienter lors d'une randonnée. On peut se servir du balisage, d'une carte, d'une boussole, d'un altimètre, d'un GPS, mais quelle est la meilleure manière de le faire ? Si jamais on écoute les gens autour de nous, chacun possède la méthode miracle. Une personne vous dit que son super GPS ou sa super application GPS pour smartphone est la solution. Une autre personne vous dit que sans carte et sans boussole, vous êtes foutu. Et une autre vous dit que ça fait 20 ans qu'elle n'utilise que son sens de l'orientation hors du commun et qu'elle ne se perd jamais. Bref, il n'est pas vraiment facile de s'y retrouver, surtout que tout cela est souvent mélangé un petit peu d'ego et de mauvaise foi. Alors aujourd'hui, mon but est surtout de vous donner une bonne vue d'ensemble des différentes méthodes d'orientation et des avantages et inconvénients de chacune. Je n'aurai bien évidemment pas le temps de rentrer trop dans le détail de chaque méthode, mais le but est vraiment que vous y voyez plus clair parmi toutes ces méthodes et puissiez choisir ce qui est le mieux adapté à vous et à vos randonnées. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, une rapide présentation de qui je suis. Alors je m'appelle François Jourjean et je suis avant tout un passionné d'activités de plein air. De randonnée pédestre bien évidemment, mais aussi d'escalade et VTT pour les sports que je pratique les plus régulièrement. Mais je suis partant pour à peu près tous les sports nature. J'ai également fondé Randonnée Malin en 2011, qui est un blog avec des conseils pour profiter au maximum de ces randonnées. Et c'est maintenant un peu plus qu'un blog avec notamment une chaîne YouTube, des réseaux sociaux, etc. Mais toujours avec le même but, aider les gens à profiter au maximum de leur randonnée. Et ce qui a commencé en 2011 comme un à côté de mon travail d'ingénieur est devenu au bout de quelques années mon travail à temps plein. Alors si vous connaissez déjà Randonnée Malin, vous avez pu voir qu'il n'y a aucune pub et aucun sponsor car je tiens à rester le plus indépendant possible. Alors comment est-ce que cela peut fonctionner ? Eh bien ce qui fait vivre Randonnée Malin sont principalement deux formations en ligne et en vidéo que j'ai créées et dispense. Ne perdez plus le nord qui est une formation pour apprendre à s'orienter à la carte et à la boussole principalement, et GPS Malin pour apprendre à maîtriser les outils GPS pour les sorties nature, donc pour l'orientation mais pas seulement. Donc comme vous en doutez, l'orientation est un sujet qui me passionne et c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui. Pour choisir une méthode d'orientation qui est adaptée à vous et à vos sorties, il y a quelques questions qu'il faut se poser. Et la première, c'est quelles seront les conséquences de se perdre ? Autrement dit, quelles seront les conséquences si jamais ma méthode d'orientation est défaillante ? Alors je vais prendre deux petits exemples. Le premier, on est dans une petite forêt bordée de routes et la conséquence si jamais on se perd, ça va par exemple de perdre 1 ou 2 heures de son temps, le temps de retomber sur un endroit que l'on connaît. Donc en fait la conséquence ne sera pas très grave. Au pire, vous ferez fâcher par votre mari ou votre femme parce que vous êtes en retard, mais rien de bien grave. Par contre, si vous êtes en montagne éloigné de tout, la conséquence sera sûrement plus grave. Vous pourriez mettre beaucoup plus de temps avant de retrouver un endroit connu et ça pourrait être potentiellement dangereux. Vous pourriez être amené à faire un bivouac improvisé et même dans le pire des cas, mourir. Et en fait, plus la conséquence de se perdre peut être grave, plus on prendra ses précautions pour s'orienter. La deuxième question à se poser, c'est quelle est la probabilité de se perdre. Il faut bien distinguer cela des conséquences. Je vais reprendre deux petits exemples. Le premier, dans une petite forêt bordée de routes, sans aucun moyen d'orientation. Donc, si vous n'avez rien pour vous orienter, il y a quand même une forte probabilité que vous perdiez. Mais par contre, comme on l'a vu précédemment, les conséquences de se perdre ne seront pas grave parce que vous retomberez rapidement sur une route. Si par contre vous êtes dans le désert, éloigné de tout, mais que vous suivez une route qui traverse le désert. Dans ce cas-là, la probabilité de vous perdre est très faible parce que vous suivez une route, donc ça va être quand même assez simple, mais les conséquences si vous perdez seront potentiellement graves. Vous serez perdu dans un désert et pourriez en mourir. Et comme pour les conséquences, plus la probabilité est forte, plus on prendra des précautions en orientation.
Donc les deux, la probabilité et les conséquences sont à prendre en compte pour évaluer ce qu'on appelle le risque, mais selon moi en fait il est un peu plus important d'évaluer les conséquences parce que évaluer la probabilité sans un minimum d'expérience est assez difficile et la solution pour réduire le risque en orientation est souvent peu contraignante. Par exemple, on pourrait faire une randonnée en montagne sur un sentier bien balisé, sans rien d'autre pour s'orienter, et dans beaucoup de cas, ça se passera très bien. Par contre, si on a par exemple un brouillard très dense et que l'on se perd, ça pourrait être potentiellement grave. Et une approche un peu plus sage pour réduire le risque est d'emporter un autre moyen d'orientation, carte et boussole ou outil GPS par exemple, ce qui n'est pas très contraignant et qui semble être un bon compromis. Alors une dernière chose à garder en tête, c'est que la notion de risque est très subjective. Chaque personne n'est pas prête à prendre les mêmes risques et ne les évalue pas de la même manière qu'une autre. Donc ce n'est pas parce qu'une personne s'oriente de telle manière sur telle randonnée qu'il faut faire la même chose. On va maintenant passer en revue différentes manières de s'orienter. On va commencer par le balisage. Donc le balisage est un système de signalisation pour suivre un itinéraire d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Il suit généralement des sentiers et on le trouve sous différentes formes. On peut notamment avoir des panneaux qui indiquent souvent la direction d'un lieu et éventuellement une estimation du temps ou de la distance jusqu'à ce lieu. On a également des marquages peints qui sont les plus courants et on peut en trouver sur les arbres, murs, rochers, etc. On a également des poteaux ou piquets. Alors, ils sont un petit peu moins courants, mais on peut les trouver là où il n'y a pas d'arbres ou sur les terrains qui peuvent être recouverts de neige. Donc voilà pour les plus courants, mais on peut en trouver de toutes sortes. Et on a aussi des cairns qui peuvent servir à compléter le balisage. Un cairn est un tas de pierres plus ou moins gros qui a été fait par l'homme, et ils sont souvent là pour indiquer le chemin à suivre quand il n'y a pas de chemin visible au sol, ou là où le balisage classique ne serait pas très voyant. Ils peuvent être très pratiques, mais attention car tous les cairns ne servent pas de balisage et un cairn peut également indiquer un autre itinéraire que celui que vous voulez emprunter. L'avantage premier du balisage, c'est qu'il est souvent facile à suivre et c'est pour cela d'ailleurs qu'il est utilisé. On a aussi théoriquement, alors je dis bien théoriquement, pas besoin de sortir une carte ou un outil GPS pour le suivre et c'est confortable car l'effort d'orientation est minime, même s'il faut parfois le chercher un peu. Un inconvénient par contre est que l'on peut avoir tendance à ne pas être suffisamment attentif. Par exemple, on discute, on suit un sentier et on oublie de chercher le balisage et à un moment ou un autre, on ne sait plus vraiment où on est. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui s'égarent en suivant un balisage ou même se retrouvent dans le mauvais sens. Un autre inconvénient est que quand on suit un balisage, on a également tendance à ne pas faire le point suffisamment régulièrement sur une carte pour savoir où l'on se trouve. Et le risque est qu'en cas de souci avec le balisage ou en cas d'imprévu, on ne puisse pas prendre facilement le relais et s'y retrouver sans un outil GPS. Alors j'aimerais finir cette section en abordant une question qui revient souvent. Est-ce qu'il est possible de partir en randonnée uniquement en se servant du balisage, c'est-à-dire sans carte, sans outil GPS, bref, sans autre moyen d'orientation ? Alors la première chose à savoir, c'est que le balisage n'est pas de qualité équivalente entre les sentiers et même d'un pays à un autre. Dans certains endroits, vous verrez une balise toutes les quelques dizaines de mètres et dans d'autres, vous parcourrez de longs kilomètres avant d'apercevoir une nouvelle balise. Donc se fier uniquement au balisage peut être dans ce cas assez joueur, voire risqué. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il peut y avoir des imprévus. Par exemple, un chien qui vous barre la route, une clôture, un éboulement de terrain, des travaux forestiers qui vous obligent à faire un détour, etc. Bref, il se peut que vous ayez à gérer un imprévu et dans ce cas, vous ne pourrez pas compter sur le balisage. En résumé, si les conséquences de vous perdre sont très peu graves, pourquoi pas, mais je ne le recommanderais pas forcément, c'est toujours bien d'avoir au moins une carte, ça évite les erreurs bêtes, et si les conséquences de vous perdre peuvent être graves, je vous conseille de toujours avoir un autre moyen de vous orienter. Et en cas de souci avec le balisage ou en cas d'imprévu, il faut que vous soyez capable de prendre le relais avec un autre moyen d'orientation. Et ça peut être avec une carte papier, une boussole ou avec un outil GPS. Un autre moyen d'orientation que vous connaissez est la carte. On parle ici de carte topographique, c'est-à-dire d'une carte avec une représentation du relief et notamment des courbes de niveau. La carte est vraiment le support de base en orientation, c'est vraiment le plus important pour savoir où on est, d'où on vient et où on va. Et ça l'est même avec les outils GPS, car la fonctionnalité de base d'un outil GPS est de savoir où on se trouve sur une carte, que ce soit une carte papier ou une carte numérique. Et dans cette partie, on ne va s'intéresser qu'aux cartes papier uniquement.
Le premier avantage d'une carte est vraiment d'avoir une représentation du terrain vue du dessus avec un grand nombre d'informations qui permet de savoir comment les repères géographiques sont organisés dans l'espace et qui permet de se repérer. De plus, c'est un outil non électronique. Contrairement à des outils électroniques, une carte papier n'a pas de batterie limitée, elle ne tombe pas en panne ou ne se casse pas si on la fait tomber par terre. Cela ne veut pas dire que c'est indestructible, on peut la déchirer ou lui faire prendre l'eau, mais c'est quand même robuste par rapport à un outil électronique. Un autre avantage, c'est qu'une carte papier permet une bonne vision d'ensemble, ce qui est pratique pour voir des repères au loin, des sommets par exemple, ou même pour préparer des itinéraires ou des variantes d'itinéraires. Et c'est quelque chose que ne permettent pas vraiment les cartes numériques sur smartphone, tablette ou GPS. Enfin, il y a d'autres avantages, mais pas pour l'orientation. Une carte permet par exemple de préparer un itinéraire ou d'estimer la durée ou la difficulté d'un itinéraire. Alors si on s'intéresse aux inconvénients, donc le premier est plutôt un ensemble de limitations. On ne peut pas y faire grand chose, ça fait partie des cartes, il faut faire avec. Donc une carte est une représentation donnée, elle n'est pas toujours à jour et certains aménagements humains ont pu apparaître, des chemins apparaître ou disparaître, etc. Une autre limitation, c'est que tous les détails ne sont pas représentés, parce que les cartographes font des compromis pour que les cartes restent lisibles. Un deuxième inconvénient, c'est qu'une carte ne vous indique pas votre position. Vous n'avez pas un petit point bleu qui vous donne votre position. Ça paraît évident, mais c'est juste pour mettre ça en comparaison avec des outils GPS. C'est dans ce cas-là à vous de trouver où vous êtes, notamment grâce à la relation entre la carte et le terrain. Le troisième inconvénient, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ça demande un certain temps d'apprentissage pour une bonne maîtrise. D'expérience, beaucoup de personnes pensent savoir lire une carte topographique, alors que ce n'est pas vraiment le cas, elles n'exploitent souvent que 20 à 30% des informations disponibles. En fait, il ne suffit pas de reconnaître les symboles de la légende, il faut aussi savoir interpréter les courbes du niveau et faire la relation carte-terrain, ce qui est le plus compliqué car demande de la pratique. Et cette relation carte-terrain s'affine au fur et à mesure des sorties. Enfin, avec une carte seule, on peut être limité quand l'orientation est compliquée, par exemple par manque de repères ou visibilité, et l'aide d'une boussole ou d'un altimètre sera nécessaire. Je vais terminer cette section avec un rapide point sur le matériel, parce qu'on me demande souvent quelle carte utiliser pour la randonnée. Donc, premièrement, il faut que ce soit une carte topographique, c'est-à-dire avec une représentation du relief. L'échelle, c'est pas mal aux alentours de 1,25 000, c'est un bon compromis pour avoir pas mal de détails et pas avoir besoin d'emporter énormément de cartes. Et il faut aussi une carte qui comporte une échelle, une légende et une orientation, c'est-à-dire la direction du nord qui est souvent vers le haut. Et pour vous donner un exemple, en France, les cartes de référence pour la randonnée sont les cartes IGN Top 25 ou série bleue. Intéressons-nous maintenant à un autre outil très utile en orientation, un outil classique qui est la boussole. Donc la boussole, vous savez sûrement ce que c'est un outil qui indique la direction du nord magnétique. Alors on va parler ici uniquement de boussoles mécaniques, pas des boussoles électroniques qu'on peut trouver sur certaines montres dans les GPS, smartphones et tablettes, car elles sont bien moins pratiques à utiliser en combinaison avec une carte papier. L'avantage premier d'une boussole, c'est qu'elle permet de compléter l'utilisation d'une carte. En effet, une boussole ne sert pas qu'à indiquer le nord, elle permet de faire un grand nombre de manipulations en combinaison avec une carte et c'est vraiment son plus grand avantage. On peut par exemple orienter sa carte, ce qui permet de faire la relation carte-terrain plus facilement. On peut également effectuer une triangulation entre certains repères pour savoir où l'on se trouve. Par exemple, ici, on voit sur le terrain un refuge et une église, mais on ne sait pas exactement où l'on se trouve. Donc on relève les azimuts par rapport à ces repères et on peut ensuite les reporter sur la carte et en déduire notre position ici à l'intersection des deux azimuts, c'est-à-dire à peu près dans le cercle noir. Avec la boussole, on peut également déterminer la direction d'un repère. Par exemple, ici, on est sur un sentier, on voit qu'on a une intersection de sentiers, mais si on regarde sur la carte, on n'a qu'un seul sentier qui est représenté, et nous, on aimerait bien suivre le sentier qui est sur la carte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est relever l'azimut donc du sentier sur la carte, et ensuite le reporter sur le terrain et en déduire le sentier que l'on doit suivre sur le terrain. Donc on peut également faire plein de choses comme suivre une direction hors sentier sans repère évident, etc. Alors un deuxième gros avantage de la boussole, c'est que c'est un outil mécanique qui est fiable, robuste, qui ne bug pas et ne nécessite pas de batterie. Donc c'est pas non plus indestructible, mais par rapport à un outil numérique, c'est quand même très robuste.
Dans les inconvénients, le premier inconvénient, c'est qu'il faut faire attention de ne pas s'en servir à côté d'objets métalliques ou des objets qui créent un champ magnétique, auquel cas la boussole n'indiquera pas vraiment le nord, on aura une imprécision. Alors dans le pire des cas, ce qui est quand même assez rare, il est possible que la boussole se démagnétise, mais il faut quand même une exposition très forte. Un deuxième inconvénient, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ça demande un certain apprentissage. Ce n'est pas très compliqué, en tout cas moins que ça n'y paraît. En fait, souvent, il suffit de comprendre la logique et de ne pas répéter bêtement des manipulations apprises par cœur. Mais bien servir d'une boussole, ça demande quand même un petit peu de pratique pour pouvoir s'en servir efficacement, c'est-à-dire assez rapidement en fonction des situations que l'on rencontre sur le terrain. Un autre inconvénient, c'est qu'il faut faire attention à la déclinaison magnétique. Sans trop rentrer dans les détails, une boussole pointe vers le nord magnétique et une carte est généralement orientée vers le nord géographique. Et ces deux nords en fait ne se trouvent pas au même endroit sur la Terre. Et la différence angulaire donc entre la direction du nord magnétique et du nord géographique, ce qu'on appelle la déclinaison magnétique, et en fonction de là où on est sur la Terre, donc sa valeur peut être plus ou moins importante. Et quand elle est suffisamment importante, il faut la prendre en compte en faisant souvent une petite addition, une petite soustraction, alors en utilisant une boussole qui permet de la prendre en compte facilement. Mais voilà, il faut qu'elle soit, on va dire, au-delà de 2 degrés à peu près. En deçà de ça, on peut considérer qu'elle est négligeable pour les activités de plein air, et c'est pour l'instant le cas par exemple en France. Donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Un autre inconvénient est que l'utilisation d'une boussole seule est assez limitée. On peut faire quelques petites manipulations, mais c'est vraiment quand on l'utilise en combinaison avec une carte qu'elle a tout son intérêt. Enfin, se déplacer à la boussole est moins confortable qu'avec un outil GPS. Alors je vais prendre un exemple pour vous montrer. Ici, on est au niveau du petit bonhomme et on veut aller au niveau de la croix noire. Donc si on sert de la boussole, voilà, la boussole nous indique telle direction, mais on se rend compte en fait qu'il y a un marécage au bout d'un moment et qu'on aimerait le contourner. Donc si on le contourne et qu'on suit toujours ce que la boussole nous indique, voilà, on va aller dans la même direction et on risque de rater la croix noire. Il existe des méthodes de contournement qui nous permettraient d'aller à la croix noire, mais ce n'est pas automatique, donc il faut faire quelques petites manipulations. Si on fait la même chose mais avec un outil GPS, donc premièrement l'outil GPS nous indique la même direction que la boussole nous indiquait, mais si on contourne l'obstacle, l'outil GPS va s'adapter et nous indiquer donc la direction de la croix nord. On n'a rien à faire de plus. Donc dans les deux cas, c'est tout à fait possible. On va dire qu'avec un outil GPS, c'est plus pratique et plus confortable. Alors on va maintenant faire un rapide point matériel, donc pour le choix d'une boussole pour la randonnée. Le premier et le plus important, c'est qu'il faut que ce soit une boussole à plaquette transparente, en fait pour pouvoir l'utiliser en combinaison avec une carte papier, et peu importe qu'elle ait un miroir de visée ou pas, ce qui est important c'est qu'on puisse voir la carte en dessous par transparence. Il faut également qu'elle ait un cadran gradué qui tourne, donc qui est très pratique pour relever des azimuts. Et il faut ensuite aussi se pencher sur la question de la correction de déclinaison magnétique, car il existe des systèmes plus pratiques que d'autres. Alors ça c'est surtout valable si vous comptez voyager ou si vous n'habitez par exemple pas en France, parce que pour l'instant, comme je l'ai dit, la déclinaison magnétique en France est négligeable pour des activités de plein air. Et une dernière petite chose, attention de bien choisir la zone géographique de votre boussole, parce que certaines boussoles sont par exemple adaptées à l'hémisphère nord, d'autres à l'hémisphère sud. Et la différence en fait c'est l'inclinaison de l'aiguille aimantée. Si vous n'êtes pas dans la bonne zone, l'aiguille aimantée pourra frotter dans la capsule, ce qui n'est pas idéal. Alors savoir qu'il existe des boussoles appelées globales qui fonctionnent dans le monde entier, par contre elles sont plus chères. Alors, on passe maintenant à un autre outil qui peut être très pratique, qui est l'altimètre. Donc l'altimètre, c'est un appareil qui indique l'altitude et il en existe de plusieurs types différents. Originellement, ils étaient mécaniques et n'étaient ni plus ni moins qu'un baromètre et se servaient de la mesure de la pression atmosphérique pour en déduire l'altitude. Donc ils ressemblaient plus ou moins à ça. Maintenant, ils ressemblent plus ou moins à ça, donc on les trouve plus couramment sur des montres, mais ils fonctionnent de la même manière. Alors avant de passer aux avantages et inconvénients, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Les outils GPS comme les GPS de randonnée ou smartphones peuvent aussi indiquer l'altitude grâce à la localisation par satellite. Mais quelle est la différence avec les altimètres barométriques ? La première chose à savoir, c'est que l'altitude donnée par localisation satellite est moyennement précise pour des histoires de géométrie. Et un altimètre barométrique bien étalonné est plus précis.
Par contre, certains GPS, certains smartphones et certaines tablettes possèdent un capteur de pression, un baromètre, pour fournir une mesure de l'altitude plus précise. Mais dans ces outils, le baromètre en fait a surtout un intérêt pour avoir des données fiables sur une sortie, le dénivelé cumulé d'une sortie par exemple, et comme on peut utiliser la localisation du GPS pour se situer, en fait on ne se sert généralement pas de l'altitude pour se situer avec un GPS ou une application GPS. Donc en fait les avantages et inconvénients qui suivent sont pour les altimètres barométriques. Alors le premier avantage est le même que pour la boussole, c'est que l'altimètre complète l'utilisation de la carte. Comme en fait il permet de savoir à quelle altitude on se trouve, ça limite grandement le nombre de possibilités. Alors voici un exemple tout simple. Ici on suit un sentier que l'on voit là sur la carte, mais on ne sait pas exactement par exemple où on est, on aimerait savoir. Donc on peut sortir notre altimètre, il nous donne 1195 mètres et on peut donc en déduire notre position. Alors ici j'ai indiqué une zone et non pas un point pour prendre en compte une marge d'erreur sur l'altimètre. Le deuxième avantage, c'est que l'altimètre peut également compléter l'utilisation d'une boussole dans certains cas. C'est également un appareil qui est très simple à utiliser, comme vous l'avez vu, il suffit de lire l'altitude dessus. Ensuite, c'est un outil qui est assez robuste et fiable. Alors, dans le cas d'un altimètre mécanique, cela ne demande même pas de batterie et ne peut pas bugger, mais c'est un petit peu sensible au choc. Et dans le cas d'une montre altimètre, cela reste un outil électronique, mais premièrement, la durée de vie des batteries est grande et ce sont également des outils simples et qui ne bugent pas. Ça reste bien plus fiable et robuste qu'un smartphone ou un GPS par exemple. Enfin, il y a d'autres avantages, mais pas pour l'orientation. On peut avoir la pression atmosphérique, ce qui est utile pour prévoir la météo. On peut connaître le dénivelé restant jusqu'à un sommet. Et certains outils donnent même certaines informations intéressantes, comme la vitesse verticale, le dénivelé cumulé, etc. Alors dans les inconvénients, le plus gros inconvénient, c'est que l'altimètre n'a un intérêt qu'en montagne ou dans les endroits avec du relief. Si par exemple vous êtes sur une zone plate et que l'altimètre vous indique que vous êtes à 30 mètres d'altitude, si vous prenez une petite marge d'erreur, par exemple vous dites que vous êtes entre 20 et 40 mètres d'altitude, si vous regardez la carte, ça va correspondre à une très grande zone et donc ça ne vous aidera pas beaucoup. Alors qu'avec du relief, ça sera beaucoup plus utile. Un autre inconvénient est qu'il faut étalonner un altimètre barométrique car il se sert de la pression atmosphérique pour déterminer l'altitude. Mais la pression atmosphérique change en fonction des conditions météo. Et au début d'une sortie, et même parfois pendant, il est donc nécessaire de lui indiquer à quelle altitude on se trouve pour qu'il nous donne ensuite une mesure précise. Et enfin, comme pour la boussole, l'altimètre a vraiment un intérêt quand on l'utilise en complément d'une carte et seule son utilisation est limitée. Intéressons-nous maintenant aux outils GPS. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, ces outils se sont démocratisés, sont devenus plus fiables et plus abordables, et la démocratisation s'est énormément accélérée avec l'arrivée des smartphones et tablettes. Alors par outil GPS, j'entends les GPS de loisirs de plein air, qui sont des appareils dédiés à cela. Je veux parler également des applications GPS pour smartphones et tablettes. Donc quand on possède en fait un smartphone ou une tablette, on a déjà un outil permettant de nous localiser avec les satellites. Et il suffit ensuite d'installer une application GPS pour que notre smartphone devienne un GPS de randonnée avec plus ou moins de fonctionnalités en fonction des applications. Et on a aussi les montres GPS, même si celles-ci sont un peu moins faites pour l'orientation et un peu plus faites pour le suivi d'activité. Mais certaines ont tout de même des cartes, ce qui est pratique pour l'orientation. Avant de s'intéresser aux avantages et inconvénients des outils GPS, j'aimerais faire un point très rapide sur le matériel et notamment faire une petite comparaison entre GPS de randonnée et applications GPS car on me pose très souvent la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que les GPS sont souvent plus robustes, notamment contre les chocs et l'immersion par rapport à la plupart des smartphones et tablettes, mais par contre, il existe certains smartphones anti-choc et étanches qui sont également assez robustes. Les GPS qui sont dédiés sont souvent plus précis et fiables. Ils ont notamment une meilleure réception dans des conditions difficiles. C'est leur fonction première par rapport à des smartphones qui sont multifonctions. De plus, la plupart des smartphones sont faits pour une utilisation citadine et la localisation est souvent faite à l'aide du réseau mobile. Donc pour tirer les prix vers le bas, les puces et antennes GPS sont souvent de qualité moyenne. Les GPS que je qualifierais de classiques ont également généralement une meilleure autonomie si on les compare
par rapport aux smartphones et tablettes. Par contre, quand on veut se procurer un GPS, il y a un appareil à acheter qui coûte, on va dire, entre 100 et 600 euros en fonction des modèles, alors que les applications GPS sont peu coûteuses quand on possède déjà un smartphone ou une tablette. Certaines applications sont gratuites et permettent une utilisation gratuite de cartes hors ligne. Alors pas de cartes de type IGN. Pour utiliser par exemple des cartes de type IGN, ça nécessite un abonnement, mais c'est souvent assez abordable, entre 15 et 25 euros par an en fonction des applications. Pour les GPS, en ce qui concerne la cartographie, ça peut être assez cher, par exemple si on veut une cartographie IGN ou équivalent, mais on a parfois la possibilité d'avoir une cartographie libre à moindre coût ou gratuitement, donc en fonction des marques de GPS. Et une autre chose à considérer, c'est que quand on utilise un GPS, on a besoin d'emporter un appareil en plus. Avec une application GPS, on n'a rien de plus à emporter parce qu'on emporte déjà souvent son smartphone pour prévenir les secours en cas de souci. Par contre, dans ce cas-là, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de redondance. C'est-à-dire que si on sert de son smartphone pour s'orienter, si jamais on le casse, on n'a plus de moyens pour s'orienter, mais on n'a plus non plus de moyens d'appeler les secours. Et en plus, il y a plus de chances de casser un smartphone quand on le manipule régulièrement pour servir d'une application GPS, plutôt que quand il reste au fond du sac. Et c'est le même problème avec la batterie, hein. Quand on sert de son application GPS, on vide la batterie de son smartphone et on prend le risque aussi de ne plus avoir suffisamment de batterie, par exemple, pour appeler les secours si besoin. Une autre petite différence, c'est au niveau de la taille de l'écran. Chez les GPS, on a souvent un écran qui est plus petit que chez les smartphones et tablettes. Et au niveau des fonctionnalités, les GPS ont généralement un grand nombre de fonctionnalités et pour les applications GPS, c'est très variable. On a des applications GPS avec autant, voire des fois même plus de fonctionnalités que les GPS classiques et certaines applications GPS qui sont très limitées en fonctionnalités. Donc le choix en fait entre l'un et l'autre se fait donc en fonction de si vous avez déjà un smartphone ou pas, de votre budget, de si vous allez randonner dans des conditions difficiles, si vous allez vous en servir régulièrement ou pas, si c'est un élément critique pour votre orientation, etc. Alors passons maintenant aux avantages et inconvénients des outils GPS. Donc le premier avantage des outils GPS, c'est la localisation très facile et rapide, et ça l'est encore plus maintenant que la plupart des appareils ont une cartographie numérique. Ici par exemple, on sait que l'on se trouve au niveau du point bleu, et ici on sait qu'on se trouve au niveau de la flèche bleue, et on sait même où on est par rapport à un itinéraire, donc ici en jaune. Cette localisation facile et rapide, c'est quelque chose qui est très pratique quand l'orientation elle est complexe, comme par exemple par manque de visibilité, de repères, quand il y a de la neige, quand il y a beaucoup de sentiers, etc. Et ça permet également de savoir où on est, même si on n'a pas trop suivi le parcours effectué. Du coup, ça pardonne les erreurs d'orientation et d'inattention, et on peut faire un peu moins d'efforts pour son orientation. De plus, on a une localisation qui est précise. Elle est souvent inférieure à 10-20 mètres, ce qui est largement suffisamment précis pour une utilisation en randonnée. Et pour vous donner un point de comparaison, ça correspond à moins d'1 millimètre sur une carte au 1,25 000. Donc c'est quand même très précis. Un autre avantage, c'est que l'utilisation est assez facile dans des conditions météo difficiles, par exemple avec de la pluie, du vent, du froid. Alors ça n'est pas idéal, c'est sûr que c'est moins facile que de s'en servir quand il fait beau, mais c'est quand même plus confortable que par exemple utiliser une carte et une boussole dans ces conditions. Et ensuite, on a également une navigation qui est confortable. Donc, on a déjà vu une comparaison avec une boussole pour suivre un azimut, mais on peut également avoir un guidage qui se rapproche de ce qu'on a sur un GPS de voiture ou des alarmes qui nous préviennent quand on s'approche ou s'éloigne trop d'un point ou d'une certaine zone. Ensuite, les outils GPS permettent d'embarquer beaucoup de cartes, ce qui est pratique pour les randonnées au long cours, notamment pour ne pas avoir emporté plein de cartes papier, ce qui est lourd et encombrant. Et enfin, il y a d'autres avantages, mais pas pour l'orientation. On peut par exemple avoir toutes sortes de données sur une sortie que l'on va faire, sur une sortie en cours ou une sortie terminée, et on peut par exemple afficher des points, des tracés, des graphiques, etc. Alors dans les inconvénients, on retrouve le premier inconvénient qui est que l'on ne peut ne pas avoir de réception ou une mauvaise réception des signaux satellites. Et ça peut se traduire en fait par un appareil qui ne vous donne pas de positionnement ou un positionnement très approximatif. Et ça peut par exemple être le cas dans les vallons encaissés ou dans les forêts denses par exemple.
Donc c'est de moins en moins courant avec les GPS récents, mais ça l'est encore avec les smartphones quand on utilise avec une application GPS. Donc voici deux petits schémas. Donc ici par exemple on voit que certains signaux satellites sont bloqués par la butte, on ne peut pas les recevoir. Ici dans un vallon, en fait on a le même problème, certains signaux satellites donc sont bloqués du fait qu'on soit dans le vallon, mais on a certains aussi qui rebondissent entre guillemets, et donc en fait on aurait une localisation qui sera un petit peu imprécise. Un autre inconvénient, donc peut-être un des plus gros, c'est que c'est un outil électronique qui peut tomber en panne, se casser, prendre l'eau, bugger. Donc ça c'est quand même un inconvénient à prendre en compte. Et on a également une autonomie limitée. Donc ça dépend de l'utilisation. Pour une randonnée à la journée, en général, c'est pas trop limitant. Par contre, pour les randonnées de plusieurs jours, si on a une utilisation assez intensive, ça peut l'être. Ensuite, les outils GPS ne permettent pas une grande vue d'ensemble par rapport à une carte papier à cause du petit écran, donc c'est pas très pratique pour la préparation d'itinéraires, notamment d'itinéraires bis ou de secours une fois qu'on est sur le terrain. Un autre inconvénient, qu'on peut avoir tendance à ne pas faire le point suffisamment souvent sur notre position et qu'en cas de souci, on ne saura pas exactement où on se trouve. Par exemple, si on suit bêtement son GPS sans regarder vraiment où on se trouve sur la carte, eh bien, à un moment, si le GPS ne fonctionne plus pour une raison ou une autre, ça va être difficile de se retrouver. Alors que ce n'est pas un problème quand on est plus actif dans son orientation. Un autre inconvénient, si on peut appeler ça comme ça, c'est que les outils GPS nécessitent un certain apprentissage. Ce n'est pas aussi facile d'utilisation qu'un GPS auto. Et cet apprentissage, il est vraiment nécessaire pour bien comprendre ce que peut faire et ne pas faire un outil GPS et garder un œil critique sur ce qu'il indique. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont une utilisation hasardeuse de leur GPS ou leur application GPS. Et c'est vraiment dommage parce que ça compromet en fait leur sécurité. Ici, il ne s'agit pas de comprendre ou pas comment fonctionne la télécommande de la télévision, qui n'a aucune incidence sur votre sécurité, mais là c'est vraiment d'un appareil qui vous sert pour l'orientation en randonnée, donc ça a un impact sur votre sécurité, donc c'est très important d'avoir une bonne maîtrise de ces outils. Alors un autre point important que j'ai ajouté dans les inconvénients, c'est qu'il y a certaines personnes en fait qui se tournent vers les outils GPS parce qu'elles ne savent pas bien lire une carte en se disant voilà, je ne sais pas bien lire une carte, peut-être qu'un outil GPS va compenser mes lacunes. Alors c'est vrai que ça peut faciliter les choses, mais d'une, vous êtes dépendant de cet outil, et de deux, la lecture de carte est très importante pour l'utilisation des outils GPS. Par exemple, vous pouvez demander à votre GPS de vous amener à une destination, mais si vous n'êtes pas capable de voir que le GPS vous demande de traverser un ravin ou de sauter par-dessus une falaise, voilà, ça ne va pas vous servir à grand chose et peut être dangereux. Donc voilà, la lecture de carte est vraiment primordiale pour utiliser les outils GPS et ne compense pas entièrement les lacunes de lecture de carte. Et enfin, un point important selon moi, c'est que les outils GPS ne facilitent pas l'apprentissage de la lecture de carte et de la relation carte-terrain. En fait, on sait à tout moment où on est sur une carte grâce aux outils GPS, donc on a tendance à ne pas apprendre à faire la relation carte-terrain et de se servir des repères sur le terrain pour en déduire notre position sur une carte. Et de même, je trouve que ça ne facilite pas l'apprentissage de l'orientation à la carte et à la boussole. On n'apprend pas forcément les bonnes techniques vu qu'on a un positionnement instantané, et on ne prend pas des bonnes habitudes d'orientation et de navigation, comme de faire le point régulièrement sur notre position, comme de préparer son itinéraire de manière stratégique, etc. Et si vous partez de zéro, je vous conseillerais de commencer par la lecture de cartes et la relation carte-terrain, d'ensuite vous pencher sur l'utilisation de la boussole, éventuellement de l'altimètre, d'ensuite apprendre les différentes méthodes d'orientation avec ces outils, et d'ensuite apprendre à utiliser les outils GPS. Alors par contre, je mets un petit bémol à ça, c'est qu'une bonne option en fait, c'est de s'entraîner à la carte et à la boussole tout en ayant un outil GPS au cas où, par exemple dans le sac, qui vous permettra en fait de vous réorienter en cas d'erreur. Donc dans ce cas-là, ça demande par contre de savoir utiliser au moins basiquement son outil GPS. Et c'est ce qui est selon moi d'expérience le plus efficace, voilà, pour maîtriser tous les outils. Alors j'aimerais finir cette section en abordant une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il est possible de partir en randonnée uniquement avec un outil GPS, c'est-à-dire uniquement avec un GPS, une application GPS ou une montre GPS? Et c'est une question qui est légitime parce que maintenant, en fait, avec les outils GPS, on peut facilement trouver une randonnée, charger le tracé et avoir sa position par rapport à ce tracé sur une carte, donc c'est tentant de n'emporter que cet outil. Et on pourrait se dire qu'une carte papier n'est par exemple pas forcément nécessaire quand on a déjà un outil GPS avec cartographie précise. Mais est-ce que c'est vraiment raisonnable?
Alors le souci principal en fait que l'on peut rencontrer, c'est une casse, une panne, un bug ou une batterie épuisée, et dans ce cas-là on n'aura plus rien pour s'orienter. Et on aura dans le meilleur des cas peut-être juste le balisage ou notre mémoire pour faire demi-tour. Et un autre souci est que si on utilise un smartphone avec application GPS, en cas de problème, on n'aura même plus de moyen d'appeler les secours. Et comme je l'ai dit précédemment, un problème arrive plus facilement quand on manipule le smartphone pour s'orienter. Donc mieux vaut dans ce cas un GPS classique et un téléphone qui reste dans le sac. Un autre souci est que sans carte papier, on va manquer de vue d'ensemble, ce qui est moins pratique pour planifier un itinéraire de repli par exemple. Donc en résumé, c'est envisageable de ne partir qu'avec un outil GPS, mais que si les conséquences de se perdre sont peu graves, et je vous conseillerais dans ce cas d'avoir une cartographie numérique assez précise si vous le faites. Au final, je ne recommanderais pas forcément cette approche, parce que c'est toujours bien d'avoir au moins une carte papier au minimum en plus pour ajouter un petit peu de redondance. Alors dans le cas de conséquences potentiellement plus graves, je ne le conseille pas du tout. Il faut se dire que l'outil GPS peut nous faire défaut à tout moment et être capable de prendre le relais avec un autre moyen d'orientation. Donc voilà pour les différentes manières de s'orienter. À travers les avantages et inconvénients de chacune, on a déjà bien comparé l'orientation avec des outils non électroniques, carte papier, boussole, éventuellement altimètre, et l'orientation grâce aux outils GPS. Donc ces deux méthodes d'orientation sont souvent opposées, sont parfois appelées la vieille méthode et la nouvelle méthode, chacun défendant la sienne, mais je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose, ces méthodes sont tout à fait complémentaires. D'ailleurs, les premiers GPS n'avaient pas de cartographie ou une cartographie très sommaire et s'utilisaient toujours avec une carte papier. Et pour moi, l'idéal est de tout utiliser et tout maîtriser. C'est vraiment ce qui vous apportera le plus de polyvalence et de plus de sécurité. C'est-à-dire avoir un outil GPS et une carte papier et une boussole, voire un altimètre, et savoir tout maîtriser. Et ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser la carte et la boussole principalement et faire appel à un outil GPS en cas de complication, ou alors l'inverse, c'est-à-dire utiliser principalement un outil GPS et avoir la carte et la boussole au cas où en cas de souci. Alors cela dépend de votre sortie et de vos préférences personnelles. Certaines personnes trouvent par exemple cela plus gratifiant de s'orienter à la carte et boussole, et certaines personnes n'ont pas envie de regarder un écran, et d'autres préfèrent le côté instantané du GPS ou le guidage d'un outil GPS. Donc ça c'est vraiment pour des randonnées où les conséquences de se perdre peuvent être potentiellement graves. Donc une autre possibilité, c'est de n'utiliser que des outils GPS et de ne pas emporter de carte papier et de boussole. Alors comme un seul appareil peut tomber en panne, bugger, se casser ou ne plus avoir de batterie, je conseille dans ce cas d'emporter au moins 2 appareils, ça peut éventuellement être un chacun si vous êtes 2 ou plus. Et comme vous n'aurez pas de carte papier, je vous recommande très fortement que vous ayez une cartographie numérique précise sur les 2 outils. Alors, sans carte papier, on manque par contre de vision d'ensemble et on reste dépendant d'outils électroniques, donc c'est une approche que j'aime un peu moins. Et par contre, dans ce cas, il faut faire attention à garder un appareil qui sert uniquement au cas où et qui est bien protégé des chocs, immersion, etc. Et cela va sans dire, si vous optez pour ce choix, il faut une maîtrise totale de ces outils. Autrement, il est aussi possible de n'utiliser qu'une carte papier, une boussole, éventuellement un altimètre. On peut très bien s'orienter uniquement avec ces outils quand on a une bonne maîtrise de ceux-ci et si on a une carte papier de qualité et précise. Alors, si jamais vous optez pour cette option, attention de bien protéger la carte dont votre sécurité dépend. Donc une approche intéressante, c'est de garder la carte dans le sac et par exemple d'avoir des photocopies ou cartes imprimées à portée de main. Ça évite notamment de déplier la carte sans arrêt et de trop l'abîmer. Mais à l'ère des smartphones, et surtout si on en possède déjà un, je trouve qu'il serait dommage de se passer des outils GPS parce que ça apporte une couche de sécurité supplémentaire. De plus, on emporte généralement déjà son smartphone en randonnée au cas où on aurait besoin d'appeler les secours par exemple, donc on n'a rien besoin d'emporter en plus. Les applications GPS sont abordables, certaines sont même gratuites, et en fait le seul effort, c'est qu'il faut apprendre à s'en servir. Donc voilà les différentes méthodes que je conseillerais quand les conséquences de se perdre peuvent être assez sérieuses. Alors si on fait un petit point en fonction du type d'itinéraire, sur sentier bien balisé, on va surtout se servir du balisage pour naviguer, et les autres outils seront utiles pour faire le point sur notre position de temps en temps, ou pour pouvoir s'orienter en cas de souci avec le balisage ou en cas d'imprévu. Donc c'est le cas le plus trompeur parce que la probabilité de se perdre est assez faible, mais la conséquence peut être forte. Et on a en théorie pas besoin d'autres outils pour suivre l'itinéraire, donc on peut avoir envie de se passer d'autres outils.
Alors sur sentier non balisé ou mal balisé. Donc à moins que le cheminement ne soit facile, on va être obligé d'être plus actif dans notre orientation, notamment pour ne pas rater les intersections de sentiers. Alors cela peut se faire à la carte papier et boussole ou à l'aide d'un outil GPS. A noter que dans le cas de beaucoup de changements de direction, et si tous les sentiers ne sont pas présents sur la carte, un outil GPS sera un peu plus confortable ou pratique, et avec un itinéraire bien préparé, on pourra même bénéficier d'un guidage. Si jamais vous randonnez hors sentier et que le cheminement est facile, par exemple vous allez à un sommet ou un col que vous voyez, si jamais vous suivez une rivière, dans ce cas en fait on se sert du repère que l'on longe ou on navigue à vue. Par contre il faut faire bien attention à être sûr que le cheminement soit facile, hein, ce qui peut paraître facile au moment de la préparation ne l'est pas forcément sur le terrain et les conditions peuvent changer. Par exemple vous voyez un sommet, vous voulez randonner jusqu'à ce sommet, mais à un moment il y a du brouillard donc vous ne verrez plus le sommet. Et dans ce cas-là c'est comme sur sentier balisé, il ne faut pas oublier de faire le point régulièrement. Hors sentier, avec un cheminement qui n'est pas évident, dans ce cas, le choix de la méthode d'orientation principale devra se faire au préalable, car en fait on ne navigue pas de la même manière hors sentier avec un outil GPS ou sans. Et dans les deux cas, on essaiera généralement de se servir au maximum des repères linéaires sur le terrain pour éviter de devoir regarder sa carte et se servir de sa boussole trop régulièrement ou regarder un écran trop régulièrement. Alors si jamais on doit suivre des azimuts pendant un long moment, les outils GPS seront un petit peu plus pratiques. Alors voilà, on arrive à la fin. Je pourrais parler d'orientation pendant des heures ou même des jours, mais voilà, là j'avais un temps limité et j'espère en tout cas vous avoir donné une bonne vision d'ensemble. Alors pour finir, on a parlé de pas mal d'outils, mais il ne faut pas oublier que l'outil le plus important, c'est votre cerveau. Car c'est avec lui en fait que vous vous servez des outils, c'est avec lui que vous avez un œil critique sur ces outils, c'est avec lui que vous prenez des décisions. Donc prenez du temps pour vous former, pour apprendre à vous orienter et à vous déplacer dans la nature et surtout pratiquer et développer un bon sens de l'orientation. Vous gagnerez en sécurité, en plaisir et en autonomie et vous verrez que c'est gratifiant de maîtriser l'orientation. Donc merci de votre attention. Alors, je vous ai mis ici mes coordonnées. Vous pouvez m'écrire si jamais vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous ai mis les coordonnées de Randonnée Malin et également de Rando au Pic des Neiges, donc qui est un jeu de société sur lequel je suis en train de travailler avec une autre personne. Encore merci à vous. Je vous souhaite d'excellentes randos et je vous dis à très bientôt.